Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors, pour faire simple, je vais vous expliquer en fait comment installer un combi chauffe-eau-chauffage de la marque JP Heater, identique au Truma Diesel. C'est exactement le même. Donc, en particularité, ce chauffe-eau a une contenance de 10 litres et le chauffage a une puissance de 6 kW. Combiné à un chauffage électrique quand vous êtes raccordé aux 220 volts d'une puissance de 900 watts ou 1800 watts, selon si vous choisissez le mode électrique 1 ou électrique 2. Donc voilà, je vais faire avec vous dans cette vidéo l'unboxing complet du chauffage et ensuite pas à pas l'installation que j'ai faite dans mon camping-car, qui sera peut-être légèrement différente sur vous, le vôtre. Je tiens à préciser aussi que sur l'installation, j'installe une frost control. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la vanne de sécurité anti-gel pour les canalisations d'eau. Je l'ai acheté en plus du chauffage. Elle n'était pas comprise dans le chauffage. Si vous prenez le Truma avec l'option 220 à 2000, plus de 2500 euros, 2700 je crois, quelque chose comme ça, la frost control est incluse dedans. D'origine, j'avais une frost control avec mon ancien Truma au gaz, mais elle était raccordée électroniquement à mon boiler, ce qui n'allait pas pour ma nouvelle installation. Donc du coup j'en ai commandé une sans aucun raccordement électrique ou électronique. C'est uniquement la frost control qui se gère automatiquement. Je vous montrerai comment elle fonctionne. À la fin de cette vidéo, je vous ferai une petite conclusion sur ce que j'en pense, que ça fait quasiment maintenant une semaine qu'il est installé dans mon camping-car. Et je vous donnerai mon avis, voir ce que j'en pense. Bon visionnage à tous et à plus tard. Je tiens à m'excuser d'avance pour le son sur les vidéos. J'ai eu un petit souci sur ma GoPro, donc j'ai pas eu le temps de refaire toutes les bandes son. Donc voilà, désolé pour la gêne occasionnée. Promis, sur les prochaines vidéos, ça sera beaucoup mieux. Or, voici le boiler de chez JP Heater. Donc, je vous présente, j'ai acheté 4 coudes supplémentaires d'origine Truma pour faciliter l'installation. 15 € le coude sur le site Mon Camping Car. Je vous mettrai le lien en description. Donc on le remet en place. Le premier, hop, bien reclipsé à sa place. Le deuxième, le troisième et le quatrième tout en haut. Ensuite, ce câble rouge, c'est pour raccorder le chauffage au 220 volts. Quand il est branché, vous pouvez choisir soit sur le diesel, soit sur le 220. 900 watts ou 1800 watts, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on continue le tour. Sur le côté, en haut, ici vous avez la sortie d'eau chaude, la petite entrée gasoil, et là en bas, l'entrée d'eau froide qui vient directement de la Frost Control. Et l'étiquette avec la consommation et quelques données. Et pour continuer, donc là à gauche, vous avez la sortie d'échappement avec l'admission d'air qui est juste autour. C'est ce qui vient sur la ventouse. Et là à côté, vous avez tout le panneau en fait de raccordement de toutes les sondes, le panneau de contrôle, alimentation électrique et tout ce qui s'ensuit. Tout est bien indiqué, tout est bien numéroté, vous inquiétez pas. Donc en blanc, vous avez la pompe, le plus, le moins juste après, le fusible. Ici, c'est le raccord pour la sonde de température. Et juste à côté, ici, c'est le raccord pour le petit panneau de contrôle. En prise style Ethernet RJ45. Le boîtier de commande est strictement identique, je trouve, au CP+. C'est une très très belle copie. On verra les fonctionnalités, mais pour ma part, je trouve que c'est une très belle copie. Alors, la pompe qui envoie le gasoil, la durite bleue qui va du réservoir jusqu'à la petite pompe,
avec un diamètre un petit peu inférieur, la pompe avec la fiche noire pour le raccordement électrique et la durite blanche qui va jusqu'à votre boiler JP heater. Voilà, il y a de la longueur. Le faisceau électrique pour raccorder la petite pompe diesel, il y a largement de la longueur pour ceux qui veulent le mettre directement dans le réservoir de leur fourgon, camping-car ou tout autre véhicule aménagé. Les gaines de chauffage en diamètre 65 si je dis pas de bêtises, c'est en 2 morceaux, vous avez largement de la longueur. Moi ça va me servir pour ma modification des miennes. Le conduit d'échappement en gris et le conduit d'admission d'air en noir, sachant que la gaine noire vient autour de la gaine grise pour vraiment faire toute la protection de l'échappement, ça fait une protection thermique, et pour l'admission d'air, comme ça l'admission est réchauffée aussi au passage. Ça va être une vraie partie de plaisir je pense à mettre en place parce qu'il y a quelques recommandations à suivre et je vous expliquerai tout ça. La sonde de température qui vient en lieu et place vraiment de celle du Truma d'origine. Le câblage, donc c'est le même que celui de Truma, hein, c'est exactement la même chose. Il y a suffisamment de longueur selon vous voulez le placer aussi dans votre fourgon. Plusieurs accessoires dont les bouches de ventilation d'origine. Moi j'ai déjà les mêmes mais je vais les remplacer par les neuves. Les colis de fixation pour les gaines. Ça se clipse automatiquement, c'est pas mal. Le petit support pour la pompe de gasoil. Le petit filtre à gasoil. Et tous les colliers, les durites, les raccords, tout ce qu'il faut. Le kit est vraiment très très complet. Ne vous inquiétez pas, moi j'ai mis les colliers autour des durites pour pas me tromper parce qu'il y a plusieurs diamètres. Mais tout est marqué sur la notice, vous inquiétez pas. Le capot de protection qui vient sur le boiler une fois qu'on a fait tous nos raccords pour vraiment tout protéger. La Frost Control d'origine Truma qui n'était pas compris dans le packaging du chauffage. Donc avec les petites indications. 2 bar 8 de pression, 4 bar 5 de pression maximale. Le tuyau pour l'écoulement de l'eau quand elle se déclenche. Les 2 colliers et les 2 vis. Voilà le montage à blanc. Donc, comme je vous dis pour les coudes, celui-ci va être pour cette sortie d'air que je vais rallonger, hop, pour arriver directement dans le coude. Celui du bas, ça va être pour la sortie d'air que j'ai sorti pour le moment, vu que je vais modifier la planche pour qu'il arrive dedans. Là, si on fouille un peu, il y a celle-ci que je vais rallonger, pareil. Hop. Pour venir jusqu'au coude d'en haut et cette sortie là où je vais modifier ma planche dessous pour qu'elle arrive directement dans le coude. Donc là la sortie des gaz est là et va être accordée ici. Après discussion avec Michel de chez JP Heater, mon évacuation des gaz brûlés et mon émission d'air, je ne peux pas la mettre en direct comme je voulais prendre sur la ventouse d'origine, car la longueur de la gaine sera trop courte. Moi, elle allait faire 35 cm, il faut qu'elle fasse entre 60 cm et 1 mètre. Donc du coup, j'ai switché ma prise IP17 que j'avais à cet endroit là, que je vais mettre à la place de la ventouse ici. Donc là j'ai remis pour boucher le trou en attendant de bien refaire proprement, j'ai remis la ventouse du Truma, la blanche d'origine. Et du coup j'ai ma longueur d'extraction des gaz et d'admission d'air qui fait 65 cm. Donc c'est parfait.
le 220, je ne sais pas encore où je vais le raccorder, mais je vois que j'ai les installations 220 qui sont ici, exactement. Donc je vais voir si je le raccorde dessus ou si je trouve une autre boîte de dérivation, je ne sais pas encore. Et pour le système 12 volts, hop, je vais le faire monter parce que là c'est toutes les gaines. Et j'ai mon panneau 12 volts qui est juste au-dessus. On voit pas super bien, mais je vous montrerai tout ça après. Donc pour commencer, je passe là les gaines noires qu'il y a là. Sans l'ombre de la caméra, c'est mieux. Les gaines noires, j'ai dû tout, hop là, j'ai dû tout modifier. Parce qu'en fait, elle descendait ici, elle passait là en bas, elle passait là en bas. Et pour mon chauffage, c'était pas pratique du tout. Vous inquiétez pas, là il manque une sortie, mais je modifie en fait la petite planche d'origine pour agrandir ici, pour pouvoir faire rentrer la sortie d'air chaud directement dans le coude. Celle-ci va aller sur le coude en bas et les deux là vont être modifiés. Bon, et voilà, planche découpée. Comme ça, ça simplifie le passage pour la gaine qui arrive direct dans le coude. Ici, pareil. Et j'ai opéré une autre modification. J'ai percé là aussi, enfin agrandi le trou. Comme ça, bah, ça ira directement dans le coude plutôt que passer au-dessus. Voilà. Et là, la rallonge du cou comme ça, qui va venir dans le coude. L'autre rallonge qui va venir dans le coude. Voilà. Ça c'est fait. Alors c'est parti pour l'installation de la Frost Control. Donc on insère le tuyau d'évacuation. Moi je le remets dans le trou d'origine de mon ancienne. Je raccorde mon arrivée d'eau avec le collier, c'est mieux. Ça revient de suite. Donc on insère le petit collier. On insère l'arrivée d'eau dans la Frost Control. On vérifie bien qu'il y a la place. On insère jusqu'au bout. Je vous change l'angle, ça sera peut-être mieux. Vous verrez peut-être mieux. Ou pas. À voir. Donc, on vérifie bien qu'on va jusqu'au bout du raccord pour éviter toute fuite. On vient raccorder la sortie de la Frost Control qui va jusqu'au boiler. Sans oublier le petit collier, toujours pareil. Donc, on pousse bien jusqu'au raccord pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Ça serait bête d'avoir une fuite à cet endroit-là parce que c'est pas un endroit qu'on a de visible en permanence. La Frost Control est installée, il n'y a rien de compliqué. On fixe la Frost Control. Bah, pour ma part, en fait, ça retombe vraiment sur les trous de fixation d'origine. Tout est exactement à la même dimension que celle d'origine, donc c'est vraiment parfait. Alors, ne vous inquiétez pas, les colliers ont bien été serrés. Je vous l'ai juste pas montré sur la vidéo, mais les colliers ont bien été serrés. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de fuite, tout fonctionne parfaitement. Pardon, là c'est pour vider le boiler manuellement. Là, vous le remettez en fonction. Et vous appuyez sur le petit bouton. Et là, ça fonctionne normalement. Si ça doit se vider automatiquement, lui ne bougera pas. C'est lui qui va se sortir dès qu'il fait trop froid. Et vous le renclenchez manuellement une fois que vous arrivez à bonne température. Alors voici le montage. J'ai pris un bidon classique on va bien le voir, de 15 litres. J'ai percé avec une mèche exprès pour y mettre ce qu'on met logiquement quand on fait le montage des réservoirs. Il rentre pile poil dans mon étagère là. Le petit trou en bas, juste là, hop, juste ici. Pour y passer la durite, la pompe va être fixée quelque
quelque part par là, comme ça. Je vais y refaire un petit trou à côté pour y passer le câble d'alimentation de la pompe et on sera pas mal du tout. Alors voilà, la pompe est en place. J'ai mis le filtre raccordé sur mon bidon. Je fais passer ma burite en bas comme c'était prévu. Je vais me faire un trou à côté par là, comme je vous avais dit, pour passer mon câble d'alimentation de la pompe qui est ici. Et voilà, déjà cette partie de fini. Alors, pour les raccordements eau et gasoil. Donc ici en haut, le raccordement pour la sortie d'eau chaude. Ici, l'entrée du gasoil qui vient directement de la petite pompette et de mon réservoir auxiliaire. Et là, en bleu, au bout de mon doigt, c'est l'entrée d'eau froide qui vient directement de mon frost control. Alors voici le montage de la sonde de température qui descend dans mon placard, qui revient, hop, je sais pas si on va bien le voir, que je fais redescendre là, hop, le faisceau il vient là, hop, 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 et voilà, à son emplacement sur, hop là, son emplacement sur le panneau de contrôle, c'est-à-dire à l'emplacement, si je dis pas de bêtises, à l'envers c'est pas évident, 5. Le 6, c'est mon câble qui va jusqu'au panneau de commande. Ensuite, là, sur le 1 et 2, c'est mon système 12 volts qui, 12 volts qui monte. J'ai tout mis des isolants pour les câbles qui montent, hop, jusqu'à mon panneau de contrôle, jusqu'à mes fusibles juste au-dessus. Et repiquer, faites pas attention aux affaires, repiquer sur voilà, mon tableau de fusible, sur le plus et le moins qui arrivent directement des batteries. Voilà. Ensuite, le dernier câble. Hop. Le dernier câble, c'est celui-ci sur l'emplacement 1, qui est pareil au niveau du riselant, qui passe à côté de ma durite de gasoil qui va dans mon placard et qui rejoint ma pompe gasoil. C'est mon faisceau d'alimentation de ma pompe gasoil. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voici donc de l'autre côté du placard, sans les ombres c'est mieux. Hop, le faisceau électrique de ma pompe et qui vient se raccorder directement ici. Donc pour rappel, la pompe, le filtre, la durite bleue, parce qu'il y a de la bleue et de la blanche. La blanche est faite pour utiliser de la pompe jusqu'au chauffage et la bleue est faite pour utiliser du réservoir principal du véhicule ou auxiliaire comme moi jusqu'au filtre, parce qu'il faut intercaler le filtre entre le réservoir et la pompe. C'est pour ça que j'ai fait ce montage là directement. Voilà. Bon mais voilà les amis, le montage est terminé. Voilà ce que ça donne. Hop. Il ne reste plus qu'à mettre le capot de protection pour les connectiques. Tout est raccordé. Donc je sais pas si on va le voir, mais du coup, vu qu'il est, fonctionnel, que tout est branché, on a une petite diode verte. Hop. Installation du petit capot. Protéger toutes les connectiques à une main, c'est vraiment pas pratique du tout. Le capot de protection est mis. On va pas voir grand chose, mais vous le verrez vous mieux quand ça sera mis en place. Et maintenant on passe à l'explication du petit panneau de commande. Voici la présentation du coup de ce petit panneau de contrôle. Donc écran LCD, bouton de navigation, validation quand on appuie dessus et le petit bouton retour. On va l'alimenter via le câble qui est fourni avec.
Hop, voilà. Il s'allume. Voilà. Hop, 0h, 00. C'est bête, maintenant on va falloir tout régler. Donc, première chose, on va sur la petite horloge. On règle l'heure. Bon, il doit être 18h. 19h même exactement, 19h03. Hop. 4 même, alors au moment où je le fais. Hop. Et on valide. Voilà, premier réglage de fait. Donc, première icône, un camping-car avec un thermomètre. Ceci est pour le réglage du thermostat d'ambiance. Vous choisissez la température que vous voulez et vous validez en appuyant sur le bouton. Deuxième icône, c'est pour le réglage de l'eau. Donc, dès que vous validez, vous êtes sur off, vous tournez mode éco 40 degrés, vous tournez encore mode hot 60 degrés. Donc, quand vous voulez l'eau, vous validez bien sûr sur le mode éco, mode hot, pareil pour le chauffage. Ensuite, la bouteille avec les deux éclairs, c'est pour choisir le mode d'alimentation du chauffage. Donc moi je suis en diesel, donc je reste sur le fuel. Après vous avez mix 1, mix 2, ELEC 1, ELEC 2. ELEC 1 c'est quand vous êtes branché sur le 220 pour le chauffage, il vous envoie 900 watts. ELEC 2 c'est un chauffage de 1800 watts. Et le mix 1, mix 2, très bonne question, je pense que ça fait un mix comme son nom l'indique, entre le gasoil pour moi ou le gaz pour ceux qui sont équipés au gaz et l'électricité. Ça doit compenser, ça doit combiner les deux pour moins consommer de gaz ou de diesel. Ensuite, là on est sur un ventilateur, c'est pour la ventilation off, ventilation, vous voyez, off ou ventilation. Là vous avez jusqu'à 10 vitesses. Ça vous fera tourner uniquement la ventilation sans chauffage. Ça peut être pas mal pour l'été, pour brasser l'air. Ça peut faire une circulation d'air, ça peut être pas mal. On reviendra sur ce petit icône après, parce que dès qu'on vient sur les paramètres, ça change. Hop, on revient sur les paramètres. Ensuite, là, en bas à gauche, c'est pour la programmation de la plage de fonctionnement que vous souhaitez. Donc mettons, si vous voulez que, comme moi je mets 20h, je veux qu'il se lance à 20h15. Hop. 20h15. Qui s'arrête à minuit, c'est très bien. Qu'il soit sur 20 degrés. Pas besoin de lancer l'eau chaude. Qu'il soit sur le diesel. Après vous pouvez choisir, hein, toujours pareil avec le bouton de navigation. Donc sur le diesel. La soufflerie en mode éco, basse, haute ou boost. Mode éco, ça va très bien, ça économise les batteries à la vitesse où ça chauffe, ça va très bien, c'est petit, hein. C'est pas comme si on avait une maison de 200 mètres carrés. Validez, on, et vous validez de nouveau. L'icône s'est mis là, la programmation est enregistrée. Ensuite, le petit icône avec la lumière, c'est pour régler l'intensité d'éclairage. Moi je le mets à fond, je valide. Donc là, c'est pour régler l'heure comme on a vu tout à l'heure. Et là, c'est la touche des paramètres. Donc le premier vol, ce n'est pas volume, c'est voltage. Quand vous validez, j'ai 12,2. Parce que je tire avec mon convertisseur, les panneaux solaires ne produisent plus. Donc c'est la tension de la batterie, elle est pas vide, ne vous inquiétez pas. Ensuite, Atmos, c'est la pression atmosphérique et la température. Vous voyez, j'ai 83 pascal. Et actuellement, j'ai vu que je suis juste à côté de la sonde de température. Je la chauffe, donc elle m'affiche 25 degrés. Ensuite, offset, c'est pour régler la différence de température. Vous cliquez dessus, vous allez de plus 5 à moins 5. Mettons, si dans votre fourgon, vous avez 20 degrés et que lui vous affiche 23 degrés, par exemple, il va falloir jouer de la molette pour régler cette différence. Donc moi là, mettons, elle m'affiche 25, alors que j'ai 20, et je suis juste à côté, donc moins 5 degrés. Et je valide.
Je pense que c'est ça, si je dis pas de bêtises, d'après ce que j'ai compris sur la notice qui est en anglais, ça se passe comme ça. Ensuite, température, c'est pour régler soit en degrés Celsius, soit en degrés Fahrenheit. Moi je le laisse en Celsius. Bright, c'est le même icône que tout à l'heure, la petite lampe, c'est pour régler l'intensité lumineuse. Je comprends pas pourquoi il est en 2 fois, mais c'est pas grave. Ensuite, le mode 12 ou 24 heures. Moi je le laisse toujours sur 24 heures. Gasoil, ça sert pour la première utilisation, pour l'amorce du circuit de gasoil. Vous venez dans vos paramètres sur gasoil, vous validez, ça va vous lancer une temporisation de 90 secondes pour amorcer tout le système. Si le gasoil arrive au chauffage avant les 90 secondes, vous appuyez sur la petite touche retour. Ensuite, index, quand vous validez, ça vous donne la version des micro-logiciels du boîtier de contrôle ainsi que du chauffage. R2P. Aucune idée. Si quelqu'un a la réponse, je veux bien. Je vous mettrai la notice en description. Donc si quelqu'un comprend mieux l'anglais et aurait une explication, je suis preneur. Et pour finir, le bouton Reset pour remettre tous les paramètres d'usine. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a sur le petit ventilation, on a une deuxième fonctionnalité. Quand on se met, mettons sur le chauffage d'ambiance, enfin le thermostat d'ambiance, quand on règle la température, je vais lui demander qu'il fasse 20 dans le camping-car, et qu'on va sur le petit ventilateur, on peut choisir Eco, Low, Height ou Boost pour la vitesse de ventilation pour chauffer le camping-car. Donc vous inquiétez pas, ce n'est pas la même utilité que quand vous n'avez pas le chauffage en route et que c'est juste une ventilation comme un ventilateur pour brasser l'air. Là c'est différent, c'est la vitesse de propulsion dans vos gaines de chauffage. Voilà, pour faire simple. Bonjour à tous. Bon alors, pour cette petite conclusion pour le chauffage, enfin pour le combi de la marque JP Heater que vous pouvez trouver en lien sur Alibaba, AliExpress. Je vous enverrai plusieurs liens en description, il n'y a pas de souci. Écoutez, ça fait quasiment une semaine que je l'utilise. Donc pour le moment, j'en suis vraiment super content. Au niveau de l'installation, comme vous avez pu le voir, il n'y a rien de très compliqué. Un raccordement électrique, un raccordement d'eau et le gasoil. Si vous suivez la notice, que vous avez déjà à peu près une petite idée de comment faire, tout se passe sans problème. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. Que dire de plus ? Au niveau de la consommation sur les batteries, de mon retour sur une semaine, je trouve qu'il consomme beaucoup moins que mon ancien chauffage diesel. J'avais pris un Shinasto et au niveau de la batterie, la consommation est quand même vachement réduite. Pour ma part, c'est ce que je trouve actuellement. Prochainement, je vais installer un coulomètre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour Victron le fait sous le BMW 700, 702, Énergie Mobile le fait aussi. Pour en fait connaître l'état actuel de vos batteries en pourcentage, ainsi que savoir l'ampérage entrant ou sortant, la consommation, enfin voilà, vraiment ça, connaître le détail. Donc ça sera sûrement l'objet de ma prochaine vidéo, l'installation du coulomètre, et ce qui me permettra de voir et de vous faire un compte rendu, on va dire, de toutes les consommations énergétiques de ce chauffage. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti au niveau de la consommation. Au niveau du diesel, c'est un petit peu compliqué à dire. J'y reviendrai sur la prochaine vidéo aussi, je pense, pour vraiment vous faire le compte rendu à J+15 ou J+30. Je pense que ça sera le mieux, parce que là sur une semaine c'est un petit peu compliqué de se rendre compte vraiment de la consommation de gasoil, parce que les températures fluctuent. C'est vraiment pas évident à dire là tout de suite sur une semaine de test, mais niveau consommation ça a l'air d'être à peu près pareil que le Shinasto. Donc je pense qu'avec, là j'ai 15 litres de réservoir, je pense qu'avec mes 15 litres je vais tenir, honnêtement je pense que je tiens à peu près 10 jours, en demandant au camping-car le soir une température approximative de 20 degrés sur le thermostat d'ambiance, et que la nuit, parce que là où je suis actuellement,
La nuit, ça descend en négatif déjà, hein. Donc je lui demande qu'il me maintienne minimum 12 dans le camping-car. Je sais, pour certains, c'est pas énorme, mais pour moi, ça me suffit la nuit pour bien dormir. J'ai une bonne couette, donc il n'y a pas besoin, pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus. Déjà 12, c'est déjà un peu plus de confort que certains, donc j'ai pas à me plaindre. Et c'est pour éviter que la Frost Control se mette en sécurité aussi. Donc franchement, pour le moment, tout se passe très très bien. Au niveau du bruit, c'est un petit peu comme sur le Shinasto, hein, vous entendez le tac 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 de la pompe. Mais ça, j'y verrai par la suite peut-être pour l'insonoriser, parce que j'ai vu que pas mal le faisaient avec des boîtes de dérivation ou autre. Donc pourquoi pas, à voir. Ça peut être une bonne alternative. Au niveau du bruit du chauffage en lui-même, quand il se met en route, c'est un petit peu comme sur le Truma gaz, hein. Vous entendez l'échappement, mais ça reste, franchement, on s'y habitue, et je préfère avoir un petit peu de bruit et être bien au niveau de la température dans mon camping-car que rien entendre et me geler toute la soirée, parce que c'est pas agréable après une journée de boulot ou autre de rentrer et qu'il fasse froid dans le camping-car et de pas pouvoir se réchauffer, c'est vraiment pas top. Un autre point, au niveau de l'eau chaude, pour le moment je ne l'ai pas encore mise en route, parce que il n'y en a pas d'utilité en fait. Du moment que le chauffage tourne, le boiler en lui-même chauffe. Je vois pas l'utilité de mettre, comme sur le Truma gaz, hein, de toute façon, je vois pas l'utilité de mettre le chauffage plus l'eau chaude en route, alors que le chauffage chauffe l'eau vu que c'est la même cuve. Donc pour ma part, je trouve que c'est vraiment largement suffisant l'hiver d'avoir que le chauffage qui tourne pour avoir l'eau chaude. Après, sur le reste de l'année, quand on n'utilise pas le chauffage pour chauffer l'eau, il faudra bien mettre sur l'eau chaude. Donc je vous ferai un petit retour, je ferai des tests quand même pour voir l'eau chaude, en combien de temps elle chauffe à 40, 60 degrés, voir un petit peu tout ça, mais ça a l'air de chauffer relativement rapidement. Le boiler en lui-même a l'air de garder la température assez longtemps. Je vais pas dire qu'il tient 24 heures, hein, mais je pense que les 12-15 heures, je pense qu'il les tient largement. Après voilà, je pense qu'en plein été ou en intersaison, il les tiendra plus longtemps vu que la température extérieure ne sera pas négative. Mais pour le moment, franchement, au niveau de l'eau chaude, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Ça fait des économies du coup, vu que le brûleur gasoil tourne pour le chauffage. C'est vraiment nickel pour l'eau chaude. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me contacter ou contacter directement. Je vous mettrai le lien de la page Facebook JP Heater. C'est l'entreprise de laquelle vient mon chauffage. Ils ont d'autres modèles aussi. Ils le font au gaz. C'est exactement la même copie que le Truma, diesel ou gaz. Sur ça, il n'y a pas de souci. Ils ont des Shinasto aussi. Ils ont pas mal de chauffages chauffe-eau en modèles différents. Donc n'hésitez surtout pas à les contacter pour savoir les tarifs. Moi, ça a été franchement une très bonne rencontre, je dirais. Une très bonne rencontre virtuelle, parce que c'est compliqué d'aller jusqu'en Chine. Mais franchement, très bien, de bons conseils. Dès que j'avais des questions sur mon installation, vu que la notice est en anglais, la personne avec qui je discutais, donc Michel, franchement, elle a su répondre à toutes mes questions au fur et à mesure, m'a donné des bons conseils, donc franchement, très très bon retour. L'entreprise a l'air d'être très très sérieuse. Sur le prix, parce que je pense que c'est la question qui va démanger certains, sur le prix, donc par rapport au Truma combi diesel à 2700 et des patates, ou auquel il faut rajouter le kit ventouse pour ceux qui partent d'un aménagement de zéro, donc vous rajoutez, ça fait quasiment 2800 € au total, faut pas se leurrer. Là, en rajoutant mes 4 coudes en plus de mon chauffage, parce que les 4 coudes ne sont pas prévus, hein, bien sûr, mais ça, si vous le prévoyez dans votre montage, vous pouvez les prendre en Chine directement aussi, vous les payerez beaucoup moins cher que moi. Donc par rapport au Truma, j'économise en gros 1000 €, sans rentrer dans les euros près.
mais en moyenne j'économise 1000 € entre l'achat du chauffage, les frais de transport, les frais de douane, parce qu'il faut bien penser aux frais de douane. J'en ai eu pour les 2 colis 270 € à quelque chose près, donc ça pique, mais bon, il n'y a pas le choix si on veut recevoir le chauffage. Donc 1300, voilà. À l'heure actuelle, j'ai payé 1320 ou 1340 € le chauffage, j'ai plus le tarif exactement en tête. 270 € de frais de douane. À ça, j'ai rajouté la Frost Control à 135 € et les 4 coudes à 60 €. Et qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Ben, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'ai acheté. Vu que tout le reste est compris dans le kit. Voilà, le kit est vraiment très complet. Autant au niveau des accessoires, la ventouse est intégrée. Enfin voilà, il y a vraiment aucun souci. Vous pouvez faire confiance à JP Heater sans problème. Donc ben voilà, je pense que j'ai fini le petit résumé de cette installation et de ma première expérience avec ce chauffage. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour ça, voilà, la chaîne se lance, donc ça me montrera que mes tutos peuvent être utiles. Les prochains tutos à venir seront donc, comme je vous ai dit, l'installation du coulomètre. Je vous montrerai aussi dans d'autres vidéos les améliorations que j'ai déjà fait sur mon camping-car, les améliorations que j'aimerais bien y faire. Je vous montrerai aussi l'entretien, parce que là je vais avoir le contrôle technique, je vais avoir la vidange, les plaquettes, les disques. Enfin, voilà, si ça vous intéresse, je peux faire des tutos un petit peu là-dessus. N'hésitez pas à le marquer en commentaire, il n'y a pas de souci, je répondrai à tout le monde, donc ne vous inquiétez pas. Mon mail est dans la description aussi, et je vous l'affiche en bas de la vidéo s'il y a besoin. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec moi. Voilà, et je vous dis à bientôt, à la prochaine, prenez soin de vous, bon visionnage, bon week-end, bonne soirée, bonne journée, je sais pas à quel moment vous regardez la vidéo. Mais en ce qui me concerne, ça va être l'heure de finir le montage de la vidéo et de la poster. A bientôt, ciao tout le monde.